Eh bien, bienvenue à tous donc pour ce webinaire concernant la collection AEC et BIM Collaborate Pro, avec un focus pour les architectes au sens large du terme. Donc, les workflows améliorés vont être passés en revue jusqu'à la collaboration optimisée via le service cloud. Alors, sur la slide suivante, donc, que je me présente rapidement, je suis Thierry Minckella, BIM Manager et dans la filière de l'architecture digitale depuis 30 ans, et je vais avoir le plaisir de regarder avec vous toutes ces nouveautés et ces workflows qui sont très intéressants pour le point de vue et l'éclairage de l'architecte. Mais un petit mot avant sur la société RFSA. Donc la société RFSA a démarré en 1988 et a eu plusieurs périodes de remise en question, d'amélioration, d'approfondissement, jusqu'à l'avènement du BIM, bien entendu, qui est le fer de lance chez nous, et tout ce qui est productivité, accompagnement aux entreprises par rapport à des projets concrets. Je vous parle aujourd'hui depuis les bureaux de Tunis, puisque nous sommes à l'international présents sur la ville de Tunis. Donc voilà. Alors, l'agenda est le suivant. Le webinaire AEC, de quoi parle-t-on? Nous passerons en revue donc l'ensemble des solutions qui nous sont présentées. Plus précisément ensuite, la collection AEC pour les architectes, on fera un focus sur la particularité de ce que peut nous apporter l'ensemble de ces possibilités pour les missions de l'architecte. Nous enchaînerons ensuite sur le BIM Collaborate Pro, avec la conception collaborative basée sur le cloud, avec toute une série de possibilités également sur le collaboratif, donc dématérialisé, et enfin, nous aborderons les questions-réponses. Alors, pour démarrer cette collection AEC, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu le tri. Il y a beaucoup de choses. Et avant toute chose, je vous indiquerai qu'en haut à gauche, il y a un logo qui reprend tout ce qui est compris dans la collection AEC Collection, justement. Donc, mis en exergue, comme vous pouvez le voir un peu en relief, on va retrouver des solutions bien connues, comme Fabrication CAD Map, Advanced Steel, Civil 3D, InfraWorks, Robot, Bridge, Vehicle Tracking ou Drive, autant de solutions qui vont aider à répondre précisément à certaines missions. Donc concernant Advanced Steel, en deux mots, comme il est résumé ici, on parle bien d'un logiciel de modélisation 3D, bien évidemment, pour la création de plans et détails de structures en acier. Donc c'est un focus sur ces structures acier. On va exécuter des charpentes métalliques, mais comme vous pouvez le voir là dans le détail, sur les illustrations qui vous sont proposées ici, on va être en mesure de pouvoir faire des assemblages également. Là, vous voyez une platine de reprise sur des contreventements, pour ne citer que cet exemple. Le Civil 3D, bien connu maintenant, va s'orienter lui exclusivement sur l'infrastructure civile. Donc c'est un logiciel de conception pour le génie civil, mais qui va aborder à la fois la documentation de construction et qui va s'appuyer sur tous les éléments nécessaires à l'étude de l'infrastructure civile, voirie, par terrain, parcellaire, et tout ce dont on a besoin de ces fameux éléments à étudier au niveau du BIM quand on sort du bâtiment. Donc toujours pour Civil 3D, il y a eu pas mal de nouveautés, notamment l'amélioration de connecteurs, comme le meilleur contrôle des données d'importation et d'exportation. Ça veut dire qu'on améliore le collaboratif toujours plus avant. Il y a eu un ensemble des propriétés dans l'explorateur du projet où on peut examiner, réviser très rapidement les données et les ensembles de propriétés de ce que l'on a étudié, de ce que l'on modélise, de ce que l'on met en place sur l'infrastructure civile avec cette solution logicielle Civil 3D. Le Drive Autodesk, alors ça c'est un aspect intéressant puisqu'on parle ici de stockage dans le cloud, donc bien entendu compatible avec la CAO, mais on va proposer ici d'avoir une utilisation individuelle au sein des équipes réduites, c'est-à-dire qu'on va être capable de produire en fait des modélisations, des études, des avancées conceptuelles qu'on va mettre en place dans un stockage prêt à être visualisé. On va adapter les flux de travail et retrouver le cloud sur le bureau, donc un accès
en fait, immédiat, permanent, avec un espace de stockage sur lequel on va pouvoir aller récupérer des dossiers, des ensembles d'études. Au niveau du fluide, qui est un logiciel de documentation et de création de plans de détail MEP, c'est l'idée selon laquelle on va approfondir en fait le contenu d'un modèle MEP dans l'idée d'aller un peu plus loin que l'étude préliminaire et les volumes en modélisation 3D pour aller jusqu'au plan de détail à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller vers le détail de certaines reprises, de certains raccords et de telle sorte qu'on va être en mesure de prévoir un peu plus avant en fait l'étude et la préciser davantage. Alors InfraWorks, qui est de la préconception visualisation pour l'infrastructure civile, InfraWorks a ce petit avantage qui se rapproche beaucoup de la faisabilité pour l'étude du terrain. Donc c'est un logiciel qui va analyser les études d'avant-projet, faisabilité d'infrastructures civiles. Et dans le cadre des nouveautés apportées à cet aspect-là, sur ce logiciel-là, eh bien, on aura des outils de mesure des altimétries, qu'elles soient sur des plans 2D et 3D, mais également une amélioration de la gestion des familles Revit, étendu aux familles Revit 2D d'ailleurs, avec des sous-composants qui peuvent être mappés avec une catégorie Revit. Donc ça, c'est des nouveautés qui sont importantes, intéressantes, qui renforcent finalement le collaboratif entre cette, comment dirais-je, faisabilité avant-projet pour l'infrastructure et la partie plus approfondie qu'on va faire tout de suite après, alors que c'est le début, on démarre toujours une étude sur le civil avec InfraWorks et qui récupère tous les éléments nécessaires pour pouvoir démarrer correctement le dossier. Concernant robots, donc RSA, Robot Structural Analysis, comme on ne le présente plus, j'allais dire, c'est ce qui permet de faire des calculs de structure acier et béton, qui va analyser en fait la structure et vérifier les conformités de code intégré. Alors évidemment, dans la collection, il va être présent et on va retrouver les paramètres régionaux pour la France, par exemple, au niveau des bases de données, des paramètres par défaut, ce qui est très intéressant. On va vous retrouver également dans ces nouveautés une intégration du modèle analytique Revit, et puis les descentes de charge, les lignes de rupture étage par étage, c'est très important, pour ne citer que les nouveautés, mais bien entendu, au demeurant, Robot est un acteur clé à travers ce logiciel concernant l'étude, en fait, le calcul de structure, d'analyse, pour les descentes de charge, les efforts au cisaillement, les tuilages des planchers, voilà, tout ce que l'on peut, que l'on doit étudier, de telle sorte de ressortir un modèle en fait, qui sera calculé correctement et qu'on va pouvoir intégrer dans les modèles BIM en général de l'étude complète du projet. Alors, conception de pont avec Structural Bridge Design. Comme on s'en doute très vite, c'est bien un logiciel d'analyse de pont pour les structures. Il se trouve qu'il y a des nouveautés aussi concernant ce logiciel qui se focalise vraiment sur les structures concernant les ponts, donc paillasses, culées, reprises, ce genre de choses, concernant les ponts d'une manière large du terme. Le véhicule tracking va analyser, lui, les analyses de trajectoire des véhicules. Alors, j'allais dire, les trajectoires, quel que soit le véhicule choisi. Ça peut être un véhicule utilitaire d'une voiture normale, ça peut être des camions, jusqu'aux avions, comme vous pouvez le voir ici. Ceci étant dit, la particularité de vehicle tracking, c'est de montrer les trajectoires avec l'encombrement qu'elles emportent avec elles. Donc, c'est vrai que de partir d'un point B à un point A ou inversement nécessite ou suppose une trajectoire donnée avec l'encombrement que ça va opérer au niveau d'un braquage. En fait, le braquage va emporter la caisse du véhicule et il faudra savoir qu'est-ce
qu'est-ce que ça importe au niveau de la voirie et des espaces libres pour pouvoir travailler. Alors souvent, c'est très important sur les aires de déstockage, par exemple, ou ce genre de choses, tout simplement pour avoir accès à des aires de retournement, ce genre de problématiques qui se posent régulièrement sur les études d'accès au niveau des bâtiments en général. Alors, la collection AEC pour les architectes, le focus qui vient, c'est surtout les éléments qui vont arriver maintenant. Donc, les logiciels d'architecture, donc qui sont sujets à vraiment aider, accompagner l'architecte dans son projet. Donc si on parle d'image de synthèse, on se retournera vers 3D Studio Max, bien entendu. Si on travaille avec le logiciel référent qui est Revit, bien sûr, à travers lequel on va pouvoir modéliser ces études. Derrière, on va retrouver tout l'aspect pré-synthèse, synthèse avec Navisworks Manage, mais également Formit Pro pour les esquisses. On ne présente plus AutoCAD, bien entendu, et on pourrait, selon les projets, alors ça dépendra de ce que l'on traite, mais si on a une réhabilitation à faire ou des projets prestigieux classés, on aura donc ce qu'on appelle une capture de relevé à faire, capture de la réalité avec Recap Pro. Voilà, d'une manière générale, l'ensemble des outils qui vont vraiment aider l'architecte selon le type d'usage d'études qu'il aura à faire. Donc, par défaut, on va retrouver dans la collection ce qui intéresse le plus l'architecte. Évidemment, AutoCAD n'est pas oublié. Bien entendu, Formit Pro qui n'appartient qu'à la collection AEC uniquement, de la même manière que Insight qui permet de réaliser des études d'analyse d'énergie et de performance des bâtiments. Donc on aura des tableaux et des résultats de valeur par rapport aux analyses préconisées sur les modèles et les maquettes qui auront été faites. L'image de synthèse, nous en avons dit déjà 2 mots avec 3D Studio Max, et la petite partie très intéressante de ce lien constant sur tous ces logiciels, c'est Autodesk Docs, bien entendu, dans lequel on va retrouver la connexion de tous les workflows architecturaux dans un environnement de données commun qu'on appelle le CDE, le Common Data Environment, qui va permettre de retrouver toute la documentation globale du projet, qu'elle soit pièce écrite ou pièce graphique, et quel que soit le livrable, image, dessin ou autre. Et on retrouvera à un même endroit, dans un même point d'hébergement, l'ensemble de la documentation du projet. Alors là, on était dans la conception. Maintenant, nous passons dans la construction. Si on se focalise sur la construction, on retrouvera les logiciels référents, donc Revit, bien entendu, qui est omniprésent. Mais là, on va pouvoir aborder Recap Pro, toujours dans le même esprit, avec la capture de la réalité pour une numérisation 3D. On retrouvera toujours aussi pour la construction Docs, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer il y a peu. La pré-synthèse également, et avec Navisworks Manage, et puis AutoCAD, dont on a toujours besoin pour d'autres cas particuliers. Alors concernant AutoCAD, qui fait donc partie de la collection, on va regarder les nouveautés par rapport à ce que la version 2024 propose. Donc un jeu d'outils spécialisé pour les applications. Donc si on s'intéresse à quelques nouveautés comme les blocs intelligents, placement, remplacement, c'est quelque chose de relativement intéressant puisque ça permet d'aborder certains usages qu'on n'avait pas avant. Donc on peut prendre par exemple des blocs, les positionner comme on a l'habitude de le faire, j'allais dire, dans un espace, travailler sur son plan et avoir la possibilité de retrouver l'usage de récupérer un bloc paramétrique qui va être remplacé ou positionné différemment. Donc ça, c'est une facilité qu'on n'avait pas précédemment. Ensuite,
La particularité de cette autre nouveauté, c'est celle qui va se lancer maintenant. Voilà. L'idée d'annoter en fait certains points du plan et d'aller rajouter les annotations nécessaires à l'étude en cours. Donc on importe une annotation. L'annotation, une fois importée, est positionnée à l'endroit que l'on souhaite et elle va venir enrichir les remarques et le renseignement nécessaire au plan qui est en cours d'étude. Donc voilà, on retrouve ici l'élément nécessaire qui permet d'identifier la marque en question, donc la notation qu'on peut ajouter ou aller rechercher. La mise à jour de la fonction tracée, autre nouveauté. Donc ici, on va pouvoir travailler sur la transparence et la géométrie de la trace, c'est-à-dire qu'on va améliorer tout simplement le confort visuel en fait. On va avoir ces différentes possibilités par rapport à ce confort-là et mettre en exergue une meilleure lecture. Voilà. Alors Recap Pro, on en a dit quelques mots tout à l'heure. Là, il y a eu des nouveautés sur cette capture de la réalité qui concerne les nuages de points au sens large du terme. Donc, les logiciels qui permettent de prendre en compte cette capture de la réalité ont fait une récupération de l'environnement, soit par une lunette, soit par un drone, mais nous y reviendrons. Et là, la nouveauté, c'est qu'il est capable de récupérer, par exemple, dans cet exemple-là, les notions de profil et d'extraire des objets linéaires. Donc si on regarde ça d'un peu plus près et qu'on regarde sur cet exemple-là, dans le centre de Paris, on va se focaliser sur un bord de linéaire justement sur lequel on va récupérer un profil, donc on va chercher le fichier en question, donc là le fichier on va le publier, on le prend en compte, donc on est à Paris, on va sur la plateforme. Donc sur cette plateforme, on a plusieurs services. Là, on est dans Docs, qui est le portail d'entrée. Et dans cette plateforme où c'est le point d'hébergement global en fait du projet en question, on va chercher le fichier. Donc le fichier qui était hébergé sur Docs est maintenant disponible. Donc voici le nuage de points. Le nuage de points, là il s'agit d'un nuage de points relativement conséquent, comme vous pouvez le constater, puisqu'on est dehors, on est en pleine ville, on a les voiries, les bâtiments, les végétaux, on a absolument tout, puisque la capture de la réalité prend absolument tout. Et là, on va se positionner sur le bord de ce trottoir, par exemple, et on va clairement identifier un profil. Donc, on va se mettre sur la bordure du trottoir, avec le caniveau, et on va, avec des points différents, dessiner le profil qu'il devra suivre, en fait. Donc, sur le nuage de points, on a une coupe qui nous permet de faire, à partir de la section en question, le profil que l'on souhaite obtenir. On se cale sur le nuage de points, et voilà le plan de départ sur lequel on va partir, de telle sorte à ce que le profil soit linéaire et qui suive le nuage de points en question. Je vous rappelle au demeurant que le nuage de points n'est constitué que de points, même si d'aucuns sont bien au courant, et que il est constitué de millions de points en fait, mais qui ne sont rien d'autre que du raster. Et nous, ce que l'on essaye d'obtenir ici, c'est d'avoir récupérer donc une modélisation sur laquelle il va avancer en récupérant automatiquement sur ce profil-là la forme, pour parler de manière familière, de ce qui aura été relevé avec le nuage de points. Alors de temps en temps, on a des obstacles. Là, c'est une voiture qui est garée proche du trottoir, donc on va déplacer
notre profil manuellement, j'allais dire, pour retrouver la possibilité de retrouver le profil en question exempt d'obstacles. Et on va faire ça à chaque fois qu'on en aura un d'obstacle, et on va recaler, vous voyez, sur la section en fait du nuage de points, le bon profil. À tel point que tant que le profil de la bordure du trottoir est régulier, eh bien, on avance sur le profil, mais s'il devait venir à changer de forme à proprement parler, comme ça va être le cas ici sur le bateau, pour accéder à l'immeuble, eh bien, on viendra adapter et modifier le profil à proprement parler. Donc là, on avance jusqu'à l'adaptation du profil juste au moment où il doit changer, et là justement il commence à changer, donc manuellement on vient remettre le profil en question qui commence à changer de forme puisqu'il s'abaisse de telle sorte qu'il permette aux voitures d'accéder. On reprend la forme du bateau. Donc là, on a vraiment pratiquement plus de saillies ni de relief avant de revenir sur le profil précédent qui était beaucoup plus marqué et de créer donc cette continuité dans le profil pour repartir sur des bases nouvelles d'une véritable bordure pour un trottoir. Et donc de la même chose, on peut tourner et suivre ce trottoir tout du long, et là on aura constitué tout simplement un profil qui va filer sur la longueur souhaitée, bien entendu, et obtenir la forme que l'on souhaite avoir. Donc, pour l'extraction des objets linéaires, évidemment, on a des cas de figure qui sont différents. Ça, c'était un exemple sur quelque chose à la fois courant, mais relativement complexe, puisqu'il faut, dans une ville, s'adapter à tous les profils. En revanche, si on devait suivre une glissière d'autoroute, par exemple, ou ce genre de choses, eh bien là, c'est quelque chose qui va se faire beaucoup plus rapidement, dans la mesure où la forme est la même et filante, on va dire, et on va pouvoir récupérer ce profil-là avec l'extraction d'objets linéaires. Ensuite, il y a la classification automatique du sol qui est arrivée, et qui nous permet aussi d'améliorer ce que Recap ne proposait pas encore jusqu'à présent dans sa solution. Donc la capture de la réalité a fait un pas en avant relativement important et s'améliore de version en version pour avoir de plus en plus de possibilités d'information dès le nuage de points. Toujours dans l'idée de la capture de la réalité, mais associé aux photos, il y a Recap Photo, bien entendu. Alors lui, c'est la capture de la réalité, pareil, on va obtenir un nuage de points, mais à partir de photos. Mais la prise en charge aujourd'hui des formats PPK et RTK propose quelque chose de supplémentaire, de même que les dérivés de maillage qui sont correctement géolocalisés dans le système de coordonnées cible sont 2 points d'avancée important pour Recap Photo qui, pour la photogrammétrie, apporte une autre possibilité d'obtenir un nuage de points, c'est-à-dire une capture de la réalité elle-même, de l'existant. On parle toujours d'existant quand on travaille sur Recap Pro comme Recap Photo. Formit, quelque chose d'important, s'il en est pour les architectes, puisque comment dirais-je, souvent c'est le vilain petit canard, j'allais dire, dès qu'on aborde des faisabilités. Donc Formit apporte une réelle réponse aux esquisses. Donc si on regarde ensemble cette illustration concernant l'interopérabilité en fait de Formit Pro qui fait partie de la collection AEC et de Revit, vous avez à gauche Formit, à droite Revit. On a l'idée est laquelle, c'est simplement modéliser rapidement de manière conceptuelle dans Formit une proposition de distribution d'espace, d'éléments qu'on peut poser en qualité de famille, que l'on va retrouver directement dans Revit. C'est-à-dire que quand notre esquisse est réputée satisfaisante et qu'on peut enfin l'approfondir et la détailler dans Revit, eh bien le lien est direct et permanent.
Donc c'est quelque chose qui s'est grandement amélioré avec la possibilité de faire l'édition dans Formit sur cette fameuse esquisse qui au départ est vraiment une esquisse pure et dure. Et avant comment dirais-je, de contingenter en fait notre proposition pour la basculer dans Revit. Donc on peut avoir des éléments visibles et chez l'un et chez l'autre, permettant de travailler en parfaite symbiose entre les deux solutions et faire basculer des améliorations ou des modifications émises depuis Formit dans Revit. Et donc de garder ce lien permanent entre celui qui conçoit et qui cherche encore dans son esquisse et dans sa faisabilité et basculer les éléments de manière claire et définitive ou presque, parce que rien n'est jamais définitif dans Revit. On sait bien que dans Revit, on peut revenir sur toutes nos avancées modificatives comme conceptuelles. Donc voilà pour la particularité entre ce workflow Formit Revit, qui est particulièrement performant dans le cadre de la collection AEC, puisqu'il a Formit Pro, on le retrouve dans la collection AEC uniquement. Alors, en ce qui concerne Formit, et tout ce que l'on vient de voir à l'instant, sachez que Formit évolue grandement vers une offre plus globale encore, qui s'appelle Forma, tout court, avec A à la fin, dans laquelle Formit va glisser de petit à petit dans cette offre complète qui va renseigner les faisabilités pas seulement pour la recherche de forme et l'esquisse seule, j'allais dire, mais vraiment au niveau de l'esquisse complète d'une FESA tout à fait complète également, au niveau des terrains, au niveau des analyses, au niveau des études, et petit à petit, donc toutes ces compétences Formit Pro va entièrement glisser dans Forma. Et Forma fera l'objet d'un autre webinaire que j'aurai le plaisir de présenter. Alors, les insights, comme le logo en haut à gauche l'explique, fait partie de la collection AEC et c'est un logiciel d'analyse qui va permettre d'analyser quoi? Les performances des bâtiments, donc les analyses énergétiques, qui va se baser sur nos modèles, effectués dans Revit, et ces modèles vont nous permettre de simuler des choses par rapport à des rendus quantitatifs de valeurs, d'analyse, et je vais pouvoir positionner en fait les analyses de performance au niveau énergétique pur et dur, mais d'autres analyses également, en se positionnant sur le modèle que j'aurais modélisé donc initialement avec Revit. Revit, qu'on ne présente plus, mais qui évolue, qui évolue sans cesse. S'il fallait retenir quelques petites évolutions, il y en a plus, il y en a beaucoup. On peut bien entendu parler de l'amélioration de l'édition de forme concernant les sols et les toits, qui sont quand même des points importants, ce qui suppose que les améliorations sur le logiciel Revit sont constants. En fait, c'est vraiment constant et ça apporte toujours plus de précision et de possibilités pour les modeleurs quand ils sont en phase d'étudier le projet et d'aller au plus proche de l'idée de conception initiale. Ça, c'est des points d'amélioration qui sont vraiment très intéressants. Notamment les surfaces topographiques. Donc sur la gauche, vous aviez l'idée de la surface topo qui, sur la version 2024, devient un solide topographique. Donc voilà la particularité qui est très importante, parce que qui dit solide topographique, je vous laisse imaginer, j'allais dire, toutes les possibilités qui s'offrent désormais. Tout ça, notamment la particularité de pouvoir travailler réellement le terrain, de soustraire des choses plus simplement, avec les volumes de nivelés, déblais, remblais. Donc si on regarde rapidement ensemble
le module qui permet de subdiviser par exemple les terrains. Donc si je suis en plan à gauche, en volumétrie à droite, je vais avoir cette possibilité d'accéder à tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler mon terrain, que ce soit la particularité des matériaux, mais également la façon dont je vais pouvoir aménager ce parcellaire. On voit d'ailleurs le nouveau ruban apparaître dans cet exemple, et les empreintes, voilà, qui constituent les opérations booléennes pour sur les topographiques, et voilà comment je peux récupérer, on va dire, les fameux solides, de telle sorte que je puisse avoir une information de premier ordre par rapport à mes manipulations et mes études sur le terrain. Et si je devais, dans cet exemple, travailler par exemple sur ces modèles-là et constituer donc le sol, le terrain et l'aspect qui devait le croiser par-dessous, et bien grâce à ces nouveaux outils, je suis en mesure de pouvoir l'exécuter et de pouvoir le faire. Ici, je suis en train donc de travailler sur ce modèle en plan, et je vais de la même manière faire voilà, mon solide pour obtenir des régions, travailler l'étainement, et je vais pouvoir sélectionner en effet toute la triangulation de certaines zones en y mettant sur une zone donnée une élévation particulière, et on voit que la zone qui a été sélectionnée a récupéré une nouvelle altimétrie. Alors bien sûr, j'ai les paramètres et les références qui peuvent redescendre sur un tableau de nomenclature, ce qui permet de boucler en fait l'ensemble de ces nouvelles prérogatives. Alors, abordons maintenant la conception générative. Alors, ça fait beaucoup de points très intéressants pour cette ce nouveau cru 2024. La conception générative va nous aider à concevoir certains points de vue, proposer des hypothèses. Donc là, c'est un point intéressant pour les architectes, puisqu'on va pouvoir amener et distribuer des familles déjà connues, présentes, notamment pour le placement d'objets sur une grille, avec des contraintes données, c'est-à-dire que dans l'exemple que vous voyez en bas à gauche, je peux distribuer pour une cafette, par exemple, une série de tables rondes avec des chaises autour, mais je peux très bien lui dire, en favorisant par exemple la vue extérieure, c'est pour ça que vous voyez les faisceaux lumineux juste au-dessus, par rapport à un point donné, ou plusieurs points d'ailleurs, ou alors distribuer un maximum de densité de table avec la contrainte de ne jamais être à moins de 1 mètre ou 1 mètre 50 l'une d'elles. Donc je peux optimiser en fait une possibilité de positionnement à la manière d'un réseau, mais un réseau paramétrique, sur lequel je peux revenir à tout bout de champ. Donc c'est l'idée d'optimiser, c'est-à-dire la randomisation du placement des objets. Alors dans l'exemple des tables avec des chaises, eh bien évidemment c'est un objet, une famille, on peut l'adapter au placement d'objets tout court, comme vous pouvez le voir avec les végétaux sur la partie droite, et le placement aléatoire des occurrences de famille, ça c'est un autre aspect qui convient très bien pour les végétaux, quand on a une étude paysagère à réaliser. Donc plusieurs particularités qui vont prendre en compte les paramètres que je vais donner. Alors j'aimerais poser une précision quand même là-dessus, c'est que qu'il n'y ait pas de malentendu, la Generative Design propose des hypothèses que je vais choisir. C'est de ça dont on parle. En aucun cas, il prend la main sur ma conception. C'est moi qui, en tant qu'architecte, va mettre les paramètres sur lesquels je souhaite avoir les contraintes supposées, et après, j'ai le choix en fait, de choisir la meilleure des réponses. Donc la conception générative va me permettre de gagner un temps relativement important sur de positionnement d'objets qu'au demeurant j'aurais dû faire ou pu faire à la main.
Là non, je garde ce paramètre global sous la souris, sous la main, et je vais pouvoir y revenir d'ailleurs et reproposer, lui demander de me reproposer une nouvelle répartition. Donc ça m'écarte le temps nécessaire de manuel de manipulation, et je peux donc m'appuyer sur ces petites étapes réputées chronophages. Voilà. Alors, toujours dans l'esprit d'amélioration qui sont, à notre sens, relativement importants chez RFSA, eh bien, un meilleur livrable concernant les représentations, avec une meilleure compréhension finalement de ce que l'on doit faire. Alors, pour commencer avec l'alignement des motifs des surfaces, avec une forme qui aurait été modifiée, et bien maintenant on va se retrouver avec un alignement possible des hachures par rapport à ce que l'on souhaite souhaite obtenir, que ce soit orthogonal ou pas. Là vous voyez que c'est un élément qui est en biais. Avant il y a des hachures qui le respectaient et d'autres qui ne le respectaient pas. Maintenant, désormais, on peut faire respecter pour tout le monde le bon alignement. De la même manière, on va pouvoir avoir un nouveau style de texture qui apparaît pour un meilleur confort de compréhension sans passer par un calcul à proprement parler. Donc un confort de représentation qui va venir récupérer le style texture et qui va nous permettre d'avoir rapidement, très vite, un résultat qui va vraiment parler au plus grand nombre et permettre à tout le monde de mieux comprendre dans quelle direction l'étude évolue. Toujours dans Revit, il y a pas mal d'améliorations, comme vous pouvez le constater. Et ben en fait, l'héliodon et l'amélioration de l'étude solaire a été justement bien améliorée. Donc, on a une meilleure visibilité de l'impact de la lumière du soleil et des ombres. Et il y a des séquences supplémentaires qui ont été rajoutées sur l'intervalle de temps, notamment en termes de secondes, et l'ensemble permet d'avoir un résultat encore plus fin au niveau de l'étude solaire. Twinmotion for Revit, donc le moteur qui permet d'obtenir de belles images dans Revit, s'améliore aussi dans la collaboration et la synchronisation automatique, c'est-à-dire que entre Revit et l'image, on va avoir la possibilité de synchroniser les modifications réalisées dans Revit. Si je synchronise, je vais pouvoir avoir le résultat sur l'image, ce qui me permet de continuer ma conception dans Revit sans me pénaliser sur le recalcul complet, par exemple, de l'image. Donc là, on voit bien que j'avais pas d'arbre dans l'image initiale, déjà calculée entre guillemets, alors que quand je me retrouve avec une modification quelconque, un arbre en moins ou un arbre en plus, eh bien je retrouve le résultat, bien entendu, grâce à la synchronisation. Il va lire les mouvements. 3D Studio Max qu'on ne présente plus non plus, mais qui est un logiciel d'image très poussé, à son lot lui aussi de nouveautés. Donc bien sûr, en deux mots, c'est un logiciel de modélisation aussi, bien entendu, et d'animation, mais de très haute qualité pour visualiser les conceptions. Eh bien, il y a une gestion de couleurs qui a été grandement améliorée. Il y a l'idée d'avoir des nœuds composés qui permettent de retrouver une espèce d'arborescence, sans jeu de mots, puisqu'on voit des végétaux au niveau des nœuds qui vont faire croître en fait certains aspects. Mais je finirai par l'image centrale où le changeur de matériaux est relativement intéressant. C'est-à-dire que sur un objet qui a déjà des matériaux, on va pouvoir travailler rapidement sur différents aspects des matériaux, et ça c'est un élément nouveau, très interactif. Autodesk Rendering, c'est l'offre qui vous permet de faire du rendu, donc relativement rapidement bien sûr, mais en haute résolution et dématérialisé. Alors on va donc prêter notre étude de rendu dans le cloud.
pour différentes raisons. D'abord parce que peut-être que je n'ai pas la machine qui convient dans mon atelier d'architecture ou mon agence, et où je n'ai pas non plus d'images à faire de manière continuelle toute la journée. Donc ce sont deux raisonnements qui permettent de dire que je pourrais donner mon rendu, qui vient de façon occasionnelle, on va dire, dans le cloud. Et là, je vais bénéficier d'une ferme de calcul importante qui va me faire des rendus de très haute qualité en peu de temps. Donc des matériaux qui sont très avancés, des panoramas, études solaires, de l'éclairement, on peut parler de photoréalisme, etc. Des rendus vraiment très poussés que le cloud se propose de nous fournir. Navisworks Manage, incontournable de la pré-synthèse, qui va permettre donc, entre autres, de faire la détection de conflits, donc ce qu'on appelle communément du clash detecting, de la coordination avancée, qui va jusqu'à l'analyse 5D, c'est-à-dire qu'on peut faire de la 4D aussi, et le logiciel de simulation en fait. Donc là, la nouveauté qui est très intéressante, c'est l'interopérabilité entre ACC, qui est la plateforme globale de collaboration, Autodesk, et Navisworks Manage, qui est la solution embarquée propriétaire sur la version pleine. Donc le fichier NWF, qui est le Navisworks file, le Navisworks sur lequel on va travailler avec nos jeux de recherche, nos jeux de sélection, avec une proposition donc de travail et de suivi de notre pré-synthèse. Et bien maintenant, plusieurs utilisateurs pourront accéder au même fichier en même temps et synchroniser des modifications dans le cloud. Donc ces fameux fichiers NWF seront directement accessibles à partir d'un module complémentaire qui s'appelle Issue, et Issue qui existe déjà dans Revit pour les mêmes usages en fait. Donc on agrandit cette possibilité très confortable, très dynamique, très intéressante avec Navisworks. Alors ça nous amène tout naturellement au portail d'entrée de la plateforme collaborative, c'est-à-dire Docs. Donc Autodesk Docs, qui permet un hébergement et qui qui prend en compte l'idée du CDE, donc c'est vraiment l'environnement de données communes, prend toute la documentation générale du projet. Alors pièces graphiques, pièces écrites, mais on va pouvoir lier toute cette coordination avec Docs. Donc les modèles de coordination vont pouvoir redescendre dans Revit et interpeller directement les documents qui sont dans Docs. Donc on va avoir une visualisation très améliorée avec un contexte global et général du projet, avec des référencements vis-à-vis de la modélisation qui est située dans Revit, et tout ça en dématérialisation puisqu'on est sur la plateforme collaborative Docs, qui héberge de façon illimitée, la taille est illimitée, et bien les projets qui sont en cours général. Donc les propriétés des éléments maintenant sont du modèle de coordination, c'est important de préciser ce point, sont accessibles. Donc on y arrive rapidement et on arrive à récupérer toutes les propriétés tributaires du modèle de coordination lui-même. Donc que ce soit les cotes, les contraintes, les données d'identification et tout paramètre particulier que l'on aurait pu créer sur le modèle de coordination lui-même. Voilà. La boîte de dialogue qui gère les liens pour les modèles de coordination fait son entrée avec le lien permanent avec le Docs. Donc en effet, dans cette gestion des liens, cet onglet permet de suivre et de voir en fait qu'est-ce que l'on est en train de charger, qu'est-ce qui est actif au niveau du modèle de coordination lui-même. C'est vrai que dans les modèles de coordination, on a cette possibilité de récupérer le contexte, c'est-à-dire des maquettes que l'on n'aurait pas en qualité d'archi dans le bureau. Mais grâce au modèle de coordination, on peut les redescendre dans Revit et voir un petit peu le contexte général du site. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui vaut vraiment pour son importance. Donc on a la possibilité de finalement générer pas mal de points par rapport à ça, de se faire un avis
d'émettre des commentaires, de pouvoir regarder de plus près si l'étude s'insère bien par rapport à ce qui a été positionné sur les existants, etc., etc. Donc une gestion facilitée des modèles de coordination et surtout de manière vraiment beaucoup plus rapide. Alors Docs, c'est un ensemble de possibilités. C'est une plateforme, un endroit pour toutes les données du fameux Common Data Environment, le CDE. Et pendant tout le cycle de vie du projet, puisque dès le départ, de l'esquisse jusqu'à la livraison, il suffit de tout documenter à cet endroit-là, et il n'y a qu'un seul endroit sur lequel on retrouve l'ensemble de l'étude du projet. Alors, évidemment, comme on est sur un accès Internet, c'est un accès à n'importe quel moment, du jour, de la nuit, de la période, un stockage de données très important puisqu'il est illimité, gestion des utilisateurs bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on va donner des accès avec une graduation relativement fine de ce qu'il sera possible d'être fait ou pas. On peut très bien dire que lors d'un appel d'offres, eh bien, on ne peut que consulter ou même que déposer une réponse et rien d'autre. Et on peut très bien dire que pour certains partenaires, eh ben, ils ont des droits plus étendus. Ils peuvent naviguer, émettre des remarques, faire des nuages de révision, et j'en passe. Donc le point fort, c'est que la navigation est importante et qu'on va pouvoir aborder plusieurs aspects dans cette navigation et prendre connaissance du projet qui aura été publié sur la plateforme. Alors, dans cette plateforme, ça m'amène à vous parler de Collaborate Pro, qui est bien sûr basé sur le cloud, puisque c'est l'offre globale qui permet de la conception jusqu'à la livraison de balayer toutes les missions nécessaires dues à la planification, au chantier, et cet univers-là est le suivant. Donc l'univers ACC, qui est Autodesk Construction Cloud, comporte une suite importante de possibilités et d'usages différents. Donc sur la gauche, Autodesk Construction Solution va travailler avec des services tels que Build et Takeoff. Build étant tout l'aspect du suivi de chantier, entre autres, et Takeoff concerne tout ce qui est quantitatif et suivi des valeurs du projet en général. Donc on va être en mesure de pouvoir se focaliser sur l'aspect construction, chantier avec ACS. En revanche, sur la partie droite, avec BIM Collaborate Pro, je vais être capable, donc ABC, Autodesk BIM Collaborate, je vais être capable de suivre ma conception, d'émettre des remarques, de travailler avec tout ce qui est le work sharing, c'est-à-dire le partage du travail en bon français, avec les logiciels suivants, Revit, AutoCAD Plan 3D et Civil 3D. Ça veut dire que ce work sharing est en liaison permanente avec BIM Collaborate, avec la plateforme. Donc c'est assez intéressant. Et tout ce petit monde est basé sur Autodesk Docs, qui lui est le portail d'entrée global, qui fait maintes choses, notamment déjà l'hébergement, la navigation, mais également la comparaison des versions, qui est assez bluffant d'ailleurs et vraiment très pertinent. Mais également on peut faire des visas numériques, travailler avec des bordereaux de consultation, appels d'offres et j'en passe. Donc ça, c'est l'intelligence globale du portail d'entrée qui permet de récupérer l'ensemble de la documentation qu'on a vue il y a peu. Et sur ce doc, c'est pour ça qu'il est en bas, eh bien, on pose en fait des services supplémentaires quand on a des missions particulières. Et dans ces missions particulières, on ira choisir en fait les éléments qui nous intéressent sur docs. Alors, ACC, donc Autodesk Construction Cloud, on va avoir BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro, Takeoff et Build, et on voit ce que les uns et les autres de ces offres proposent. En fait. Donc BIM Collaborate va être capable de faire l'agrégation de coordination et la détection de collision. Et dans le Pro, on va collaborer en temps réel avec Revit, Civil 3D, Plan 3D, et il va inclure bien entendu tout ce que BIM Collaborate tout court proposait.
Takeoff, il va faire évidemment les estimations, métrées, relevées, l'analyse est suivie, et Build va s'intéresser à tout ce qui est gestion du chantier, des réunions, des coûts, qualité. Donc ces offres-là se positionnent toujours sur Docs, bien entendu, qui lui-même propose des insights et l'administration qui donne par exemple la possibilité des droits possibles sur les partenaires qui seront invités au projet sur la plateforme. À un seul endroit, je le répète, c'est quand même très très intéressant, on ne perd plus de documents et on ne cherche plus les dernières versions, etc. Donc, Autodesk Construction Cloud. Pour le design, ça va être Autodesk Docs, BIM Collaborate ou BIM Collaborate Pro. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Donc un environnement de données commun, le fameux Common Data Environment en CDE qu'on retrouve souvent comme acronyme pour Docs. BIM Collaborate, c'est collaboration et coordination. En revanche, BIM Collaborate Pro va vous proposer de la co-conception et coordination, c'est-à-dire qu'on aura le service design qui viendra se rajouter. À qui cela s'adresse, pardon? Eh bien, à tous les membres de projet de l'équipe concernant Docs. Alors là, vraiment tous les membres du projet, même ceux qui ne conçoivent pas. Pour BIM Collaborate, c'est plutôt pour les BIM managers et coordinateurs, et BIM Collaborate Pro plutôt pour les projeteurs, ceux qui ont besoin de produire. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, pour regarder très rapidement, pour Docs, stockage de documents, partage de documents, vérification et gestion du processus de validation, visa numérique par exemple. Pour BIM Collaborate, on va vérifier les commentaires, faire la coordination de modèles, faire de la détection d'interférences, qui est vraiment très intéressant online, et puis gestion des observations et des problèmes. Pour BIM Collaborate Pro, clairement la co-conception des modèles dans le cloud, concernant Revit, Civil, plan de 3D. Voilà. Alors les différences, là, elles sautent peut-être un peu plus aux yeux entre Docs, BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. On aurait tendance à se dire que BIM Collaborate Pro valide tout, on n'aurait pas tort. Mais Docs qui est disponible et qui inclut BIM 360 Doc Management est quand même le portail d'entrée qui fait déjà énormément de choses et qui propose l'essentiel initial de tout partage et de tout collaboratif avec les modules complémentaires Issue dont on a parlé il y a peu, qui sont dorénavant présents avec Navisworks Manage et déjà présents depuis quelque temps déjà dans Revit. C'est déjà le portail d'entrée très complet, très performant, et on ira chercher d'autres aspects avec les offres étendues. Alors BIM Collaborate Pro, par exemple, eh bien, intègre fatalement Docs, Design Collaboration, qui est la co-conception, voilà, et Model Coordination. Et ce que fait le BIM Collaborate Pro, eh bien, il rajoute le fameux work sharing, c'est-à-dire collaborer dans Revit et faire du travail collaboratif sécurisé. Donc, c'est la possibilité d'avoir cet échange permanent. La gestion et la collaboration en co-conception, donc c'est suivre l'activité du projet, mais collaborer au plus près des besoins, c'est-à-dire que dans Design, ce service-là, on va être capable de laisser des packages prêts à être utilisés pour travailler sur un BIM de niveau 3. En fait, on travaille ici sur un BIM de niveau 3. Donc, la partie de navigation, de consultation, c'est tout simplement Docs, malgré que l'on soit dans le service Design, qui, lui, nous permet, avec les timelines, eh bien, de partager des packages à récupérer pour faire de la co-conception. On voit bien que là, il y a une ligne de partage. On voit qu'il y a plusieurs équipes, architecture, civile, structure et MEP, qui ont des partages particuliers que je peux consulter. Donc, il y a un préalable. Je regarde déjà si ce que l'on me propose est significatif pour moi. Et si ça l'est, je le récupère directement dans mon Revit pour pouvoir travailler. Donc, je suis en asynchrone, quasi permanent,
sur la conception et je me sers de la plateforme comme vase communicant pour donner une image familière, pour récupérer les avancées de conception directe sur l'étude en cours avec mes partenaires bureaux d'études et autres. Donc là c'est pareil concernant le service Model Coordination qui va me permettre de récupérer toutes les maquettes en fait déjà publiées et les jouer avec un contrôle concernant le clash detecting d'un élément qui pourrait poser problème ou qui devrait poser problème entre un lot technique et un autre. Donc tout ça en ligne et j'ai la possibilité de choisir mes maquettes et de les grouper et de voir quels sont les points cruciaux à résoudre en fait avant le chantier. Donc je peux faire des tests particuliers différents. Je peux bien entendu avoir la fameuse grille comme vous pouvez le voir de tuiles qui est là où j'ai le nombre de problèmes supposés entre une maquette et une autre, c'est-à-dire entre un lot technique et un autre et grouper très rapidement et très facilement ces problèmes pour les pousser vers une entreprise, une action, une mission. Et bien sûr, l'idée c'est de résoudre les problèmes pour qu'on n'en ait plus avant d'arriver sur le chantier, comme c'est l'habitude en pré-synthèse habituelle. Donc là, on voit bien qu'on a un souci qui n'a pas été réglé entre deux éléments qui se percutent. Donc là, on va pouvoir récupérer des outils de docs avec issue, c'est-à-dire un problème soulevé dans lequel on va pouvoir spécifier une date supposée de réponse. On va pouvoir l'assigner à quelqu'un et on va pouvoir, même d'ailleurs dans les problèmes qui nous sont spécifiés, ignorer certains problèmes qui n'en sauraient pas. Le fameux garde-corps qui vient se positionner sur un voile béton, il a beau le toucher, mais c'est juste normal. Donc ça, ce genre de faux conflits, on peut les ignorer et créer une série donc de problèmes réels ce coup-ci pour les assigner à certains partenaires, certaines entreprises en vue de correctifs et modifications attendues. Tout ceci est consigné dans un tableau global sur lequel je peux suivre les avancées sur cette gestion générale. Donc, la gestion de la collaboration à proprement parler, sur la pré-synthèse, c'est vrai que c'est assez puissant puisqu'on prend en compte toute la connaissance de la maquette générale et j'en aurais donc terminé pour ce grand panel de nouveautés et d'outils focus sur l'architecte et les ateliers et agences d'architecture où vous aurez pu constater que chaque solution apporte une réponse très précise à ces workflows et à ces attendus dans les éléments d'un projet à étudier. Donc la parole est à vous. Et je vous convie à poser vos questions, bien entendu, et je vais donc pouvoir vous répondre tranquillement si vous avez des interrogations ou des questions par rapport à certains passages, certains outils qui vous auront interrogé et essayer de voir avec vous ce que vous pourriez avoir en tête et éclaircir, porter un éclairage tout simplement sur certains points. Alors on me dit quel est l'avantage d'utiliser Formit à la place de SketchUp. Alors oui, c'est souvent une question qui revient. Alors il faut savoir que SketchUp est un logiciel performant qui fait de l'esquisse rapidement, mais qui n'est pas, comment dirais-je, directement intégré au workflow de logiciels BIM et particulièrement de Revit par exemple. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un travail séquentiel. C'est-à-dire que j'utilise SketchUp pour faire quelque chose, puis quand j'ai fini, je recommence tout sur un AutoCAD, un ArchiCAD ou encore autre chose, Revit en ce qui nous concerne, pour parler des outils qu'utilisent les architectes, puisqu'on me parle de SketchUp, bien entendu. Là, non. Formit, c'est une intégration native, on va dire, dans le workflow. C'est-à-dire que non seulement je vais aller même un peu
plus loin que SketchUp, à savoir que je vais travailler sur pas seulement sur mon esquisse, mais également je vais pouvoir récupérer des environnements. Et tout ce que je fais n'est pas perdu. Le mot-clé, c'est ça. Tout ce que je fais n'est pas perdu. C'est-à-dire que je ne perds pas de temps en me disant j'ai trouvé une super faisabilité, ça y est, maintenant on recommence tout sur autre chose. Non. Ça rentre directement dans Revit. Alors c'était déjà le cas il y a quelques temps, mais là l'amélioration s'est vraiment a grandement progressé puisque on a cette synchronisation en temps réel. Donc là, non seulement on perd pas de temps, mais en fait on perd rien du tout, quoi. Et tout ce qui a été produit avec la faisabilité et l'esquisse dans Formit, eh bien, est directement récupéré dans Revit. Et si on doit modifier, on modifie et Revit récupère les modifications aussi. Donc c'est quand même un point très important puisqu'on manque de temps et il est de moins en moins question, pour ne pas dire pas du tout, de recommencer les choses comme on pouvait le faire il y a bien longtemps. Alors, toujours pour montrer si Formit permet de voir plusieurs concepts et de les visualiser en 3D aussi facilement. Voir si Formit... Alors, je peux vous répondre concernant Formit. Alors, au niveau de voir plusieurs concepts, c'est-à-dire qu'on entend ici des versions. En fait, moi c'est ce que je comprends en tous les cas, et de les visualiser en 3D aussi facilement. Oui, on peut faire plusieurs versions concernant une esquisse. Et quant à la visualisation, oui, c'est relativement simple. On peut les visualiser. On dépasse en fait la visualisation de la 3D type maquette blanche, on va dire. On peut donner de la couleur, de l'environnement, et donc comparer ces versions avec Formit, qui, je le rappelle, glisse petit à petit dans Format. Avec un A, hein, pas de T à la fin, Format A, qui lui propose encore plus d'outils concernant la faisabilité au sens large du terme. J'ai une autre question, la conception générative. Alors première question. Alors la conception générative, on va demander à Revit, par exemple, de concevoir une idée que moi je paramètre et qui me la génère, d'où générative. C'est-à-dire que si j'ai un espace, une surface, je suis dans une salle de réunion, si je devais réorganiser l'espace de cette salle de réunion avec 3-4 tables, plutôt qu'une grande salle de réunion, je lui dirais, sur cet espace-là que j'aurais sélectionné, il me le prend, eh bien, trouve-moi la meilleure disposition possible avec 4 ou 5 tables de telle dimension. Et il va me la trouver sur une grille. Alors elle pourra être dynamique, c'est-à-dire inclinée avec un angle que je lui aurais donné, ou droite, comme je veux. Et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, avec des contraintes que je lui aurais fixées. Je ne veux aucune table plus proche que 1 mètre, par exemple. Ou alors je veux une table avec la meilleure disposition regardant la vue, etc. Ça, c'est des paramètres que je peux lui inclure dès le départ. Et lui s'appuie sur un algorithme, prenant en compte mes paramètres, qui sont des contraintes données au début, et il me répond. Et il me répond, c'est-à-dire en dessinant hein, sur le plan, voilà ce que je te propose comme première proposition, j'ai plusieurs propositions possibles. Et là c'est pareil, je peux comparer des propositions. Alors la composition générative ne s'arrête pas que là, hein, elle peut concevoir d'autres hypothèses. Pas seulement de dessiner des objets dans un espace donné, mais ça peut aller sur autre chose hein, par rapport à ce que l'on souhaite faire. Et c'est souvent quand j'ai beaucoup de dessins à faire. Si j'avais, comme je le disais tout à l'heure, une salle de restaurant ou une cafette avec, je sais pas, une vingtaine de tables à positionner au mieux, j'ai bien dit au mieux par rapport aux ouvertures, par rapport aux contraintes d'espacement, etc. Et ben, entre le faire à la main et avec la conception générative, j'irai beaucoup plus vite. Et bien sûr, je peux intervenir sur sa réponse. J'insiste là-dessus, hein, on pourrait croire que la conception générative prend la main sur la conception de l'architecte, pas du tout. C'est juste une aide pour aller plus vite. Donc, ensuite, j'avais une autre question que je suis en train de consulter. On peut faire... alors oui, alors qu'est-ce que c'est que l'IA tout simplement l'IA, c'est l'idée selon laquelle on va
donner là aussi, c'est très proche avec la conception générative, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va donner artificiellement donc de l'intelligence, laquelle, eh bien, sur des schémas, des idées, des fonctions qui nous prendraient beaucoup de temps. L'idée derrière, c'est ça. Hein. J'ai une faisabilité à faire, par exemple. Si on me donne un temps donné et qu'on me le laisse, je vais trouver des solutions. Mais si j'ai un temps qui est très compressé, je trouverai peut-être pas toutes les solutions dans le même espace-temps qui me sera accordé. Donc là, je vais m'appuyer sur l'intelligence artificielle et là aussi, pas de malentendu, je suis sur de la proposition. On va me proposer des hypothèses et je vais choisir les 2 ou 3 maximum qui va me faire, qui vont me satisfaire, que je trouverai les plus cohérentes. Et après, eh ben, je me débrouille, moi, à améliorer finement ma réponse définitive. J'insiste beaucoup parce que j'ai entendu beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle qui, au demeurant, pour l'instant, est plus proche de l'aide artificielle. C'est beaucoup une aide. On nous aide énormément à gagner du temps sur des périodes réputées chronophages. Donc pour conception générative et l'intelligence artificielle, voilà ce que je pouvais répondre. On me demande quels sont les outils d'Autodesk pour conduire et suivre un chantier au niveau de l'archi. Clairement, le service Build de la plateforme collaborative, donc BIM Collaborate Pro, dans lequel sous ACC on va retrouver le fameux portail d'entrée Docs qui permet de naviguer, de consulter, d'échanger très bien, mais dedans on pourra y rajouter un service supplémentaire qui s'appelle Build et qui lui va vraiment gérer l'aspect de coordination, chantier, les réunions, les réserves, levée de réserve, ce genre de choses. C'est vraiment fait pour ça, pour suivre le chantier. Derrière, qu'est-ce qu'on peut utiliser? J'ai une autre question. Navisworks pour la coordination et les conflits directement sur le chantier en exécution. Est-ce qu'on peut utiliser Navis pour la coordination et les conflits? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors non seulement on peut l'utiliser quand on a la version pleine, c'est-à-dire Manage, et qu'on peut jouer les tests en question, mais on peut l'utiliser avant, toujours avec la plateforme collaborative, avec Model Coordinate, qui est finalement un Navisworks online, qui est dans la plateforme. Tout ça pour vous souligner l'idée qu'il faut quand même essayer d'anticiper un maximum de conflits qui pourraient se faire jour sur un chantier, mais bien entendu, il y a toujours des adaptations à faire. J'allais dire des petits problèmes, mais bon, il faut s'adapter sur un chantier, c'est quelque chose de très compliqué, un chantier. Donc, bien sûr que sur le chantier, il y a la possibilité de retrouver sur Navisworks Manage les jeux de suivi nécessaires pour voir les conflits à résoudre, tout simplement parce que, je vous le rappelle, Navisworks travaille en permanence avec la plateforme. Donc c'est très bien si quelqu'un a publié une nouvelle maquette parce que sur le chantier il y a un nouveau problème qui est apparu, eh bien je suis capable de le consulter directement sur la plateforme en me le redescendant sur Navisworks Manage. Rien de compliqué là-dessus, ça se fait de manière directe et tout à fait simplement. Combien faut-il de temps? J'ai une autre question pour apprendre et à utiliser Build. Build est contingenté par Docs. Donc il faut commencer par comprendre Docs et après aller sur Build. Donc entre Docs et Build, j'ai envie de dire qu'il faudrait jeter un petit coup d'œil à Model Coordinate qui est le Navisworks Online. Mais si on voulait écarter cette hypothèse et ne se concentrer que sur Docs et Build, eh bien c'est une journée autour de Docs et une journée autour de Build. Si formation il devait y avoir, 2 jours seraient nécessaire, 2 jours, avec peut-être un 3e jour selon les cas de figure, parce qu'il y a toujours plusieurs approches dans combien de temps j'ai
besoin pour devenir opérationnel sur quelque chose, eh ben, ça dépend de la complexité du projet, évidemment. C'est vrai que être opérationnel sur un projet qui est très simple et pas très grand, on va aller un peu plus vite que si on aborde la gestion d'un projet beaucoup plus compliqué et qui s'étend sur plusieurs mois, parce qu'il nous sera nécessaire d'aller voir tous les modules qui permettent de faire certaines choses, alors que sur un projet plus petit, je ne serais pas allé voir ces modules-là. Donc c'est comment dirais-je, à géométrie variable, si vous me permettez cette expression. Donc voilà, mais on va dire à minima 2 jours, 3 jours serait pas mal pour voir tous les cas de figure. Voilà. J'ai une autre question. Par contre, on me dit que le temps passe. Donc, bon voilà, build est contingenté par docs. On est obligé de comprendre docs d'abord pour aller sur build ensuite. C'est vrai pour tous les autres. Hein. Design pour la co-conception, model coordinate pour la pré-synthèse, le Navisworks Online. Donc, on me fait voir ici que j'ai encore beaucoup de questions, mais compte tenu de l'heure, écoutez, je vous propose de revenir vers vous tous. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions hors webinaire, bien entendu. N'hésitez pas à laisser vos contacts. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse revenir vers vous, bien sûr, et regarder ensemble les échanges que nous pourrions avoir sur l'ensemble du portfolio qui vient d'être balayé, et plus particulièrement sur la plateforme. Sachez que REFESA vous permet de monter en compétences, qu'on a les parcours les plus complets, qui peuvent aller de 10 à 12 jours, et balayant les 64 programmes de formation nécessaires avec les catalogues qui leur sont attribués. Donc les modules de formation oscillent entre 1 et 3 jours. Ils sont toujours accompagnés d'un kit complet, un livret de cours, un livret d'exercices. Il y a toujours 3 axes forts: l'échange, les commentaires, des explications théoriques qui ne sauraient être contingentés vraiment concrètement qu'avec les exercices concrets à réaliser. Donc c'est l'idée de la proposition qui est complète et très performante. Les formations sont disponibles bien sûr avec un accès au support freemium, et puis les financements sont assurés avec un CPF, Pôle emploi et les OPC bien connus de toutes les entreprises. Nous avons bien sûr les personnels certifiés et formateurs qui sont à votre disposition et à même de pouvoir vous transmettre toutes les connaissances nécessaires autour des outils que je viens de vous donner sur les contours qui concernent certains d'entre eux. On balaye l'ensemble du portfolio, bien entendu. Autodesk. Pour faire court et peut-être conclure, en résumé, on est là pour vous aider à devenir un expert, c'est-à-dire que on est là pour vous rendre autonome. C'est ce qu'il faut garder, je pense, en tête comme phrase clé. Il est absolument nécessaire de non seulement transmettre ces connaissances, mais de vous rendre autonome et que vous puissiez acquérir le principe de l'usage de chacun des outils. Donc, j'en ai terminé pour ma part. Je vous remercie grandement de toute la, de toute l'attention que vous m'avez accordée, et je vous convie à poursuivre avec un webinaire technique, le webinaire technique suivant, qui est toute l'ingénierie structure qui se retrouve dans la collection AEC. Et les webinaires de printemps sont les suivants, donc vous les voyez affichés à l'écran. Les avantages du BIM pour les sites industriels, la collaboration, le BE infrastructure pour les projets de demain, et puis gagner en temps avec précision avec SpaceMaker et les études préliminaires. C'est le webinaire dont je vous parlais il y a peu, concernant le glissement de Formit dans SpaceMaker devenu format, très intéressant pour les architectes, puisque, un petit mot pour conclure quand même, et c'était l'objet du jour, je m'adressais surtout aux architectes, c'était vraiment la partie qui était la moins numérisée, on va dire, où on avait peu d'aide pour les faisabilités, et là il y a une réponse très pertinente pour ce genre de départ de mission.
Donc je vous conseille vivement de me rejoindre pour ce webinaire-là, qui fera un focus vraiment là-dessus pour les faisabilités, esquisses, départ d'études pour les architectes. Je vous remercie grandement pour toute cette attention et je vous retrouverai avec plaisir pour ce prochain webinaire. Bonne fin de journée, à très vite, au revoir.